Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana. Je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs en train d'attendre votre émission La démocratie en marche qui est présentée par Gildas l'intemporel. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Ce soir, nous allons devoir plancher sur le thème « Le tribalisme en politique ». Pour cela, nous avons comme invité sur ce plateau, eh bien, à ma gauche, nous avons, j'ai plutôt monsieur Opango Émile, qui est un homme politique, et à ma droite, j'ai monsieur Goyanzi Raoul, qui est docteur en sociologie, chef de département sociologie, maître assistant au CAMES. Donc, il est justement professeur à l'université Marien-Ngouabi. Alors, voici, chers téléspectateurs, le décor de ce soir. Chers téléspectateurs, ce thème peut sembler délicat pour certaines personnes, mais j'ai choisi ce thème pour une raison simple. La question est d'une importance capitale pour notre vie de communauté, pour notre vivre ensemble. Or, si nous ne faisons rien pour affronter et clarifier et résoudre les problèmes du tribalisme, ce qui se pose à nous dans la gestion de notre communauté, personne d'autre ne le fera à notre place, même pas la communauté internationale. Et rien ne changera notre mentalité ou nos mentalités, notre manière d'appréhender les choses pour le bon vivre dans notre maison commune qui est le Congo. Chers invités, encore une fois de plus, bonsoir. Alors, chers invités, comme je vous ai dit, encore une fois de plus, bonsoir. Et vous savez qu'en Afrique, en général, les guerres civiles et ethniques prennent souvent naissance à partir de la manipulation des ethnies, entités culturelles, par les politiciens. Le cas des pays en voie de développement montre que le tribalisme fait partie de ces nombreux mots qui minent ce continent dans sa longue marche vers la démocratie. Alors, ma question au prime abord est de savoir c'est quoi le tribalisme. Monsieur Pangou, vous, homme politique. Merci, Gidas. En fait, c'est un phonème, un concept comme ça qui a, je ne dirais pas apparu, mais qui a été mis en œuvre, qui a été mis en exergue en Afrique à la suite des indépendances. Tribalisme part de tribu. Mais dans les autres continents, en Europe, ce n'était pas le tribalisme. Ce n'était pas la tribu, c'était les nationalités. Ces nationalités étaient appelées à former une nation. Chez nous, ce que nous appelons tribu ou ethnie sont également appelées à former une nation. Donc elles cohabitent sur le même territoire. Parfois, ils ont la même langue ou des langues proches. Ils ont une activité économique un peu proche, commune, plus ou moins, intégrée. Et elles sont appelées, ces ethnies, ces tribus qui cohabitent, à devenir une nation, obligatoirement. Alors, à ce stade, ce qu'on appelle tribalisme, c'est le fait que, au départ, pour nos nations naissantes, n'est-ce pas, les ethnies, manipulées certainement, parfois, par les hommes politiques, parfois non, parfois du fait juste de la cohabitation ou des mœurs différentes, se méfient l'une des autres. Et elles arrivent à s'affronter, souvent, en suivant tel ou tel leader politique. Ou alors, il y a un système qui est mis en place pour que si tel leader gagne une élection et gère le pays, n'est-ce pas, toute son ethnie se met derrière et il y a un spoil système qui se met en place, n'est-ce pas, pour écarter les autres ethnies. D'accord, ça on va devoir y arriver. Évitons peut-être d'aller un peu plus vite. Alors, monsieur Goyanzi, vous êtes sociologue. Alors, quand on parle du tribalisme en tant que sociologue, on fait allusion à quoi exactement? Est-ce que vous avez la même lecture de ce concept comme les politiques? Merci, monsieur le journaliste.
comme mon collègue vient de parler, lorsqu'on parle de tribalisme, socialisme, capitalisme, ça renvoie à une idéologie. Mais quand ça renvoie à une idéologie, il y a un soubassement. Qu'est-ce qu'on entend par tribalisme chez nous? Est-ce que c'est le repli identitaire et communautaire qui fasse en sorte que moi, devenu ministre, j'entraîne avec moi ceux qui sont de ma communauté? On rejette les autres. Nous sommes au XXIe siècle, avec la mondialisation de l'information, la mondialisation de l'économie, la mondialisation de la culture. Est-ce que ce terme tribalisme vaut encore le coup? Nous sommes au Congo. Nous avons subi dernièrement, ou bien nous subissons encore, la guerre de poules. Vous allez me dire, oui, c'est la guerre des Lari. Mais M. Ntoumi défend quelle cause? D'accord, là on va y arriver. Voilà. Je crois que c'est une belle question et finalement, parce que j'aimerais justement faire savoir à nos téléspectateurs que cette émission, même si elle est sociopolitique, il faut comprendre que cette émission, elle est aussi pédagogique. Nous sommes là pour former, informer et édifier l'opinion. Parce que l'impression que j'ai personnellement, c'est que souvent, à la cité ou ici et là dans notre communauté, on a souvent tendance d'utiliser les concepts sans connaître les tenants et les aboutissants justement de ce que nous disons. Alors, je voudrais savoir justement cette appartenance, donc le tribalisme. Il y en a de ceux qui définissent ça comme l'assentiment ou les sentiments d'appartenir à une tribu. Alors, est-ce que cette appartenance est-il bon en soi ou mauvais? Monsieur Opango. Oui, merci. Je pense qu'on ne choisit pas sa tribu, on y naît, n'est-ce pas? C'est un phénomène naturel, sociologique. Le fait d'appartenir à une ethnie ne vous donne pas plus de droits ou moins de droits que celui qui naît dans une autre ethnie. Et toutes ces tribus ou toutes ces ethnies créent de la richesse culturelle, la richesse humaine. Ça ne peut pas être un facteur de haine. Il peut y avoir des incompréhensions, mais la cohabitation normale peut amener les gens, doit amener les gens à la surmonter. Surtout que, je l'ai dit tantôt, nous sommes en processus certes lent, mais irrémédiable pour la création d'une nation congolaise, qui n'est pas encore créée. Mais c'est un devoir, c'est une obligation, c'est une condition sine qua non pour que le Congo puisse être debout devant les autres nations. Oui, M. Raoul, je vous pose la même question. Est-ce que le tribalisme en soi est-il bon ou il est mauvais? Bon, en tant que sociologue, je peux dire c'est bon, c'est mauvais. Comment voulez-vous dire c'est bon, c'est mauvais? Simplement pour vous dire que oui, l'appartenance à une communauté ne suffit pas pour dire que je suis différent des autres. Nous sommes au Congo. Où je suis plus que les autres. Plus que les autres. Nous sommes au Congo. Mais c'est plutôt l'instrumentalisation de cette appartenance qui fait problème. Je prends 2-3 bulles. En 58-59, les premières élections qu'on a eues au Congo, qui ont débouché sur la confrontation Lulu Opango. Ça a été réduit à la confrontation Mboshi-Congo. Et pourtant, c'est une confrontation politique. Opango n'a jamais dit qu'il était représentant de Mboshi, lui non plus le représentant du Congo. Mais quand les résultats tombent, les dessus des élections, ça lie à leur communauté. La première bulle. La deuxième bulle, 92. Nous arrivons aux élections présidentielles, pluralistes.
Lissouba est élu président. Confrontation entre les gens, je veux dire les partisans du président Kolela, l'UMCDDI, et l'UPADES, le président Lissouba. J'ai écrit un article là-dessus sur la partition du Congo, où on a au nord les Congo et les Mboshi, et au sud les Congo. Mais nous sommes en 1992. Ça éclate à Bas-Congo. Il y a confrontation entre l'Ari et les gens de Poule. Je veux dire les Tchèques et les Mbolèques. La bulle Congo explose. Mais avant cette bulle Congo qui explose, nous avons l'aventure du capitaine Anga. Et ça se passe en quelle année? Je crois que ça doit être 89. 89, oui. 88, 89. 88, 89. Je crois que je suis encore étudiant. Ah oui. Et quand je rentre de France pour mes études, mes recherches, Anga est donc en rébellion. La bulle Mboshi explose. C'est là où vous avez des Kouyou et des Mboshi. Ce n'est plus les Mboshi. Donc vous avez 3 éléments qui explosent. Congo, Mboshi, Mboshi, ainsi de suite, et le Congo, qui appartient au groupe Congo, qui appartient au groupe Mboshi. Mais ça remet en cause toute cette identification. D'accord, mais j'aimerais que vous essayiez d'expliciter un peu. Vous disiez tantôt qu'en 1958, ce qui s'est passé entre Opango et Loulou, il n'y avait pas entre ces deux messieurs les différents en tant que tels. Mais qu'est-ce qui a fait finalement que cela s'explose? Est-ce que c'était les instructions de l'un des deux, ou encore c'était juste ceux qui étaient autour d'eux qui pensaient qu'on ne pouvait pas soit laisser Opango prendre le dessus politiquement, ou encore l'autre côté qui pensait que non, nous aussi on ne peut pas non plus accepter que les autres refusent notre victoire? Nous sommes dans une configuration telle que nous sommes en pleine colonisation. La colonisation privilégie les Congos. Opango est de gauche de la CFI. Youlou, proche de la droite. Mais c'est la droite qui est au pouvoir en France. Est-ce qu'il faut laisser les communistes et socialistes envahir le Congo? Mais nous sommes un pays en voie de sortir de la colonisation. Ceux qui sont émergents, c'est ceux qui tiennent la parole intellectuelle. Ceux qui tiennent la manipulation politique. Et à cette époque-là, c'était le colon. Voilà. Et donc... Et qui parrainait les Congos. Voilà. Et parce justement, que Youlou était de la droite. Voilà qu'on arrive. Je veux dire même l'instrumentalisation banale des groupes ethniques. Opango avait avec lui tous ses partisans de la gauche. Lui, les partisans de la droite. Mais on a réduit ça en bataille entre Congo et Mboshi. Oui, M. Opango. Oui, ben, je suis un peu mal placé pour en parler, je vais un peu parler quand même. En fait, effectivement, M. Opango avec lui la gauche, y compris dans le Nyari, les Kikungangot et tout le monde. Le père du ministre, c'est Pierre-Michel Ngimbi et tout ce monde-là, qui était avec Opango. Et maintenant, Youlou, avec lui, avait la droite, une partie qui le suivait de Poule, mais il y avait aussi les Samba Germain dans la Sanga et autres qui étaient de l'obédience de Youlou. Mais le déclic est venu à partir du rachat, de la corruption d'un député. Voilà. Ah. C'est ça qui a créé l'incident. Comment ça s'est passé finalement? Ceci, c'est pour quand même la petite histoire, question justement d'édifier. Non, les deux camps avaient, le camp SFIO avait une majorité d'un député. Lors du vote, ce député avait été corrompu. Il a basculé. Il a basculé. C'est là qu'il a créé corrompu par Opango. Non, par le président Youlou. Par le président Youlou. Oui. Avec l'appui de la France. Bon, en disant que ça s'était passé en France, mais je ne reviendrai pas là-dessus, mais
Et l'ancien maire Senso, qui était un proche de Youlou, l'avait expliqué un jour à la télé. En fait, ce député, il s'était retrouvé en France. Il avait eu un besoin d'argent. Le président Pango l'a dépanné. Après, il est venu encore chercher l'argent. Il dit quoi? On t'a donné l'argent, ça ne suffit pas. Il est allé voir le président Youlou. Le président Youlou dit, bon, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des amis qui vont te dépanner. C'est le président Oufo-Bagny qui avait dépanné le monsieur. Il dit, bon, tu rejoins le camp de mon ami. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est commencé à faire genre un chantage en même temps un marchandage. Oui, bien sûr. Et puis, je peux ajouter, c'est le député de l'ancien Grand Niari qui serait la partie de la Lekoumou. La Lekoumou, mais originaire de... les parents étaient Bakota venant de Keleke. Voilà. Kélé Toulé. D'accord. Mais pour revenir à ce tribalisme, ne réduisons pas ça un peu au Congo. Bon, écoutez, la manipulation politique est très dangereuse. Il y a un pays en Afrique qui, à chaque élection, est au bord de l'implosion. C'est le Kenya. Justement, c'est pourquoi je voulais justement y arriver en vous posant la question, à savoir, celle de savoir, est-ce que cette manipulation ou le tribalisme est-il bon ou mauvais en politique? Ici, maintenant, c'est dans un cas spécifique. En politique, est-ce que nous avons vu comment ça se passe dans certains pays en voie de développement aujourd'hui, comment les politiques utilisent justement ce moyen pour soit s'accrocher au pouvoir ou pour y accéder au pouvoir. Est-ce que, normalement, conformément aux réalités d'aujourd'hui, le tribalisme est-il encore un moyen qui peut faciliter justement la bonne marche d'une politique dans un pays? Bon, je peux vous répondre déjà. Oui, rapidement. J'anticipe par rapport à mon frère. Oui. Je suis en train de dire, tribalisme dit idéologie. Et sous l'idéologie, qu'est-ce qu'on met pour définir la différence avec l'autre? Je suis Mboshi, je suis Congo. Qu'est-ce qui me différencie de l'autre? Est-ce que publiquement, je peux dire que les Mboshi sont mauvais parce que je suis au Congo? Ou vice-versa? Nous sommes au Congo. Est-ce qu'un homme politique a déjà déclaré que je suis Mboshi, je suis Congo, différent des autres, votez-moi? Pas du tout. Mais c'est plutôt l'instrumentalisation malicieuse de cette appartenance ethnique. Alors oui, mais justement, comment se met-il en pratique cette instrumentalisation politique? Mais justement, c'est les petits peuples. Je veux dire, ceux qui sont moindres que toi et moi, qui avons une culture assez élevée. Mais cela doit toujours émaner de quelque part. Mais justement, ou de quelqu'un. Justement. Et puisque je prends le cas des Congo, depuis Kimpavita, Simon Kibangu, André Machua, vous avez ce ferment messiatique. Ils sont élus du peuple. Ils arrivent en sauveur christique. En sauveur christique. Voilà. Et du coup, le peuple est l'objet de croire. Mais les dernières élections, Yuki, si Yuki est arrivé même à 8 députés, je crois bien, je ne me trompe pas, 8 députés, c'est cette image-là, le sauveur christique. Le fond politique n'y est pas. Mais vous allez voir que d'ici 10 ans, les partis se revendiquent de cette appartenance ethnique vont disparaître. Le MCD dit en Lambeau, le parti de l'ancien Premier ministre Milongo, n'en parlons plus. Le parti de l'ancien Premier ministre président Yambi, non plus. Celui de Tshisekedi Tshikaya, n'en parlons plus. Et parce que le leader charismatique n'est plus. Ce sont les prébendes qu'on se dispute. Mais ce n'est pas la politique. D'accord. Monsieur Pango. Oui, je voulais dire que c'est une tendance un peu nocive que certains politiques utilisent pour mobiliser le bas peuple par rapport à l'appartenance ethnique. Ils utilisent les frustrations
des frustrations des uns et des autres. Mais un homme politique normal ne peut pas croire que si je passe avec toute mon ethnie, le trésor public appartient à mon ethnie maintenant. Il ne va pas gérer le pays comme ça. Et je dis que ces pratiques sont très dangereuses parce que, je vous ai dit tantôt qu'au Kenya, ça tourne autour de 3 grandes ethnies. L'ethnie du président Kenyatta, qui sont les Kikuyu, le président Odinga Ondinga, enfin Raila, le fils d'Odinga Ondinga, qui sont les Luo, et les Kalenjin, d'où était l'ancien président Arap Moi, où est le vice-président Ruto. William Ruto et l'autre, et Uhuru, quand ils sont disputés le pouvoir, il y a eu des meurtres. Après, ils se sont alliés. Bon, ils avaient même un procès à la haie. Ils ont tout fait pour faire taire les témoins. Et ils sont alliés au jour. Et Raila, qui reprend les loups, qui est une ethnie, qui le suivent aussi. Raila, pourtant, il a la veste de plus progressiste que. Tu vois? Mais l'ethnie aussi est derrière. Comme pour dire que les Kikuyu et les Kalenjin nous ont assez dirigés. Peut-être comme ça. Et je ne souhaiterais pas que le Congo tombe définitivement dans un tel schéma parce qu'on n'avancera pas. Un homme politique doit se surpasser. Il doit convaincre au-delà de son ethnie. S'il est bien sûr animé du bien et de la volonté de servir sa nation entière. Parce que pour aller vers une nation, nous vivons sur le même territoire, nous avons des langues proches, nous avons une économie qui commence à s'imbriquer, et nous avons des traits caractéristiques, n'est-ce pas, psychologiques, qui commencent à être symboliques pour le Congolais. Qu'est-ce qui distingue le Congolais de Brazzaville du Congolais de Kinshasa? Il y a quelque chose déjà de psychologique, de psychique, qui n'apparaît pas tout de suite. Qu'est-ce qui distingue le Congolais de Brazzaville du Gabonais? Pourtant, parfois, il y a les mêmes ethnies à cheval. Oui, parce qu'on trouve les Téké au Congo, les Téké au Gabon, Au Gabon. pour nous au Gabon et pour nous au Congo. Mais il y a quelque chose de différent déjà qui appartient à l'ensemble des tribus ou des ethnies, comme je les appelais, j'aime les appeler, du Congo-Brazzaville. Donc cet instrument que les gens peuvent utiliser pour accéder au pouvoir, ça recèle déjà la tricherie, à mon avis. Parce que l'intéressé, le candidat à la prise du pouvoir, n'est-ce pas, veut abuser des gens. Je disais donc tantôt qu'il y a un peu de tricherie parce que là, il ne peut pas dire aux gens que quand j'arriverai au pouvoir, je ne penserai qu'à mon appétit. Ce n'est pas possible. Alors, M. Raoul, concrètement, ce que je veux, c'est de savoir pourquoi le politique utilise-t-il, je dis bien concrètement, le tribalisme pour sa démarche politique. Nous sommes dans un système embryonnaire. On veut rentrer dans un système pluraliste, donc démocratique, où il y a confrontation des idées. Mais ceux qui n'ont pas assez d'arguments politiques pour gagner les élections, qu'est-ce qu'ils utilisent? La fibre ethnique, pas le tribalisme, la fibre ethnique. Si vous parlez de tribalisme, vous allez eu toute une idéologie de repli sur soi-même et de rejet des autres. Nous sommes au Congo. Personne ne vous dira que moi, je me déclare Lari, candidat pour les Lari, Congo pour les Mboshi, et ainsi de suite. Il n'y en a pas. Mais nous sommes obligés, ou bien les autres sont obligés d'utiliser ces fibres d'apparence ethnique pour faire valoir au moins l'identité politique. Mais pourtant, on sait bien que le cas du Congo, aucun homme politique aujourd'hui ne peut compter que sur son ethnie pour être élu. Parce que quand vous voyez par rapport aux réalités, au moins ceux qui sont au niveau de la structure qui s'occupe des affaires électorales, il n'y a pas un leader politique ou un homme politique aujourd'hui qui peut faire au moins 95% de voix parce que c'est des gens de son ethnie. Et justement, c'est là le hic, où la faiblesse de ces partis.
Vous prenez le MCDD. Il est en train d'exploser entre les enfants du président Kolela. Vous prenez le parti de l'ancien Premier ministre, Milongo, qui a quasiment explosé. Vous prenez le parti du président Yombi. La même chose. Chisté Chikal, la même chose. Le Mar, la même chose. Alors, on a l'impression que ces partis, qui se disaient hier officiellement que c'est des partis nationaux, c'est des entreprises familiales. Et justement, c'est parce que lorsque le leader familial s'en va, on n'arrive plus à s'accorder sur les termes de l'action politique. Lorsqu'on s'engage en politique, c'est pour la collectivité. Défendre un idéal. Les défendent un idéal. Mais eux, est-ce que là, ils défendent un idéal? Et donc, la faiblesse même de ces partis qui vont disparaître, accordez-leur au moins 2 élections, ils vont disparaître. Ce qui reste à savoir, c'est que est-ce que ces partis ont vraiment des idéaux à défendre, même à la base, lors de la création, est-ce que ces leaders, entre guillemets, avaient vraiment des idéologies ou des objectifs précis? Si ce n'est pas, par exemple, comme disent certaines personnes qui considèrent justement ces partis tout simplement comme des groupements politiques. Hein? Alors, mais M. Pango, peut-on dire que cette façon de faire en politique, en utilisant justement l'ethnie ou la tribu comme argument, est-il synonyme de manque de qualité requise pour faire de la politique? Peut-être pas. Il peut avoir plus ou moins de la qualité. Parce qu'il y a des bêtes politiques. Hein? Mais ce qui est indéniable, c'est qu'il y a déjà des germes de mauvaise gouvernance là-dedans. Ça, c'est indéniable. Il y a déjà des germes de mauvaise gouvernance. Parce que l'appréhension de l'approche pour la résolution des problèmes est déjà plus ou moins biaisée. Mais, je redis, comme mon frère l'a dit, c'était une étape embryonnaire à l'indépendance. Nous sommes sur le chemin de former une nation. Nous avons une communauté de territoire. Nous avons, si tu veux, le caractère national qui est déjà là. Okay? Il y a des choses devant lesquelles que le Congolais veut ou ne veut pas. Ils sont égaux. C'est le drapeau. C'est le diable rouge. Les symboles de la République. Les symboles, c'est le diable rouge. Quand les diables rouges perdent, de Makele Kele à Bakongo, La nation. Toujours. Depuis Kunda à Kakamweka, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Quand les diables rouges perdent. Oui. Mais maintenant, quand l'homme politique utilise ça, son ethnie pour l'accession au pouvoir, il y a déjà des soupçons de mauvaise gouvernance parce que la transparence ne serait pas forcément au rendez-vous. La redistribution de la richesse nationale ne sera pas équitable. Je ne parle pas seulement des biens personnels. Je parle des routes qu'on doit construire, de l'électricité qu'on doit donner, de l'eau qu'on doit donner aux gens, à tous les citoyens congolais. L'éducation de bonne qualité, la santé. La santé. Et ça, c'est déjà pas bon signe. Parce que s'il le fait, il ne fera pas la même chose pour tout le monde. Mais est-ce que là nous sommes justement au 21e siècle, au 20e siècle, mais est-ce que dans les années 58, ce phénomène existait-il déjà? Bon, disons que le phénomène n'existait pas comme tel. C'est-à-dire que les hommes politiques utilisaient justement ce créneau ou encore cet argument de l'ethnie ou de la tribu comme un moyen pour conserver le pouvoir ou encore pour accéder au pouvoir. Mais je ne pense pas, parce qu'à l'époque, mon père était quand même leader du MSA, de la SFIO. Ses alliés n'étaient pas que des Mboshi. Ah bon? Il y avait Kikungangot, il y avait Bikouma Germain à Point-Noir, il y avait Okumba Faustin à Kélé, il y avait le papa Samori dans la Sanga, il y avait Bazinga à Infondo, il y avait le vieux Dekora, et tout ce monde-là, le vieux Théous qui est un Vili, et tout ce monde-là se battait comme pour la nation. Il y avait des partis adverses. Mais quand ils se voyaient, je me souviens que mon papa s'enfermait parfois avec le président Chikaya pour discuter, ou avec le président Yuru pour discuter. J'étais tout petit. Donc, et je vous rappelle qu'à 10 ans avant que je ne sois né, en 1943, quand Butafoko
fouettait les gens dans le pool parce qu'ils refusaient de payer l'impôt. Impôt. De 3 francs. Les Machuanistes sont grands. Les Machuanistes étaient jetés en prison. Et tout ça. Lesquels qui ont protesté? C'était des intellectuels, des commis originaires du Nord. Il y avait Jacques Opango, Moïse Kombo, Jacques Monekolo, Papa Kiba. Ils étaient au moins 5 ou 6. Le papa du ministre Adada. Ils ont fait des tracts pour protester parce qu'on enfermait les gens du pool. On les a arrêtés, on les a jetés en prison à Kinkala. J'étais loin d'être né. Et après, quand ils sont sortis de là, on a affecté Jacques Opango à Bangui, Papa Kiba est allé au Gabon, le vieux Monekolo à Kinshasa, le vieux Moïse Kombo au chemin de fer, ils étaient 5 ou 6. Et le papa du ministre Adada, qui était plantant du gouverneur, qui avait introduit les papiers là-bas, a été renvoyé du boulot. Après, il est allé refaire sa pêche à Pikunda, où il a été assassiné. Donc, le fils n'a presque pas connu son père. Monsieur Raoul Oyanzi. Je mettrai un petit bémol à ce que mon collègue vient de dire, parce que les élections, quand Yulu est promu par les Congolari, c'est sous l'étiquette Machua. Machua, le Jésus. Le Messie. Messie qui arrive. Et comme il est déjà abbé, c'est l'homme promu pour élever la famille Congo. Mais le cas de Pangouin est très, très différent. Oui, mais c'est le Parti socialiste, la gauche, qui se bat pour renverser la tendance coloniale. Or, Yulu se présente dans le cadre, dans le camp des euphoétistes, tendance à conserver le pouvoir français. Et je vous rappelle qu'en 1958, le président Sékou Touré avait dit non à la France. Sékou Touré de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry. Et donc, chez nous, on a un cas de figure qui est exceptionnel. Au Pango qui se bat pour cette universalité de l'approche politique. Et de l'autre côté, vous avez Yulu qui se recroqueville sur le monde Congo. Même si, quand il est élu président du Congo, il a fait la chasse aux machuanistes qui ne voulaient plus payer l'impôt. Pourtant, le système a changé. Le Congo est indépendant. Les machuanistes refusent de payer l'impôt. Ils sont un peu partout. Hein. Et, moi, j'étais à Ouando, j'ai vécu à Ouando, tout gamin. Ils sont à Ouando, derrière l'hôpital 31 juillet. Enfin, le camp militaire. Ils sont à Djambala. Ils sont à Kélé. Ils sont à Delizy. Ils sont à Ouessou. Mais c'est quand même bizarre comment ça s'est passé avec quand les dispersent ou qu'ils se retrouvent justement dans ces localités. Oui, mais c'est-à-dire que le président Yulu, à tort ou à raison, avait été perçu comme un leader charismatique, messie, quelque chose comme ça. Mais les machuanistes avaient leur, disons, leur idéologie à eux. Leur manière de voir. Leur manière de voir, c'est ce que j'appelle l'idéologie. Leur leader, c'était Machua. Mais pour eux, quelqu'un qui s'est allié avec les colons, après devient indépendant. Pour eux, même les fonctionnaires, ceux qui avaient une pension, qui avaient été dans l'armée française, ils n'avaient pas de pièce d'identité, ils ne touchaient pas ça. C'était des nationalistes ou un peu exigus. Il y avait un côté syncrétiste là-dedans. Oui, oui. Même messianique. Même messianique, mais au fort caractère. Et comme il récusait le président Yulu, qui pourtant était du pôle commun, se donnait pour les mater, les a dispersés un peu partout. Et ils ont tenu, ils se sont organisés, ils ont tenu. Jusqu'aujourd'hui, à l'Ekane, il y a des vieux machuanistes qui sont restés. J'étais surpris, j'étais à Ouando, il y avait un vieux machuaniste qui s'occupait de nous, à la maison. Et quand je suis revenu au lycée en terminale, je le vois venir voir un gars, il dit non, ce gars-là c'est mon fils.
J'ai dit, mais monsieur Samba, mais ce papa-là s'est occupé de moi. Il dit, non, c'est mon père, c'est un Machouani, ils sont là. On les avait jetés à Ouando. Vous voyez, donc l'homme politique, quand ses intérêts sont en jeu, vous le contestez, il ne voit plus l'ethnie, il vous mate. Donc, Ok. en un mot, l'homme politique, ce n'est pas l'ethnie ou la tribu, ce sont ses intérêts. Mais il y a beaucoup de cela. Oui, monsieur Raoul. Oui, mais c'est pour dire que, comme vous parlez des bulles, la bulle Congo explose. À part les affaires de machuanistes, la bulle Mboshi explose. À part la rébellion d'Anga, vous avez là tout le démenti qu'on puisse faire sur le tribalisme. Donc, pour vous, le tribalisme n'existe pas. Donc, il y a des manifestations de tribalisme. Des esprits un peu aigris. Est-ce que faire un directeur de cabinet, quelqu'un de son groupe ethnique ou des conseillers, est-ce qu'il y a un impact sur le développement, la dynamique d'une nation? Oui, mais parce qu'il s'agit ici de gérer quand même une boîte publique. Pourquoi toujours avoir autour de soi que les gens de son département? Est-ce que, dans ces conditions, d'autres départements n'ont-ils pas des gens qui peuvent aussi avoir les compétences? Mais justement, je mets ça dans le cadre de la faiblesse intellectuelle. Nous sommes ici, 3. Nous ne sommes pas les meilleurs Congolais. Mais vous avez choisi pour analyser ce phénomène-là. Et donc, du même coup, nous étions tous dans les mêmes écoles. Congo, Mboshi, Mbeti, et ainsi de suite. Mais est-ce que dans ce groupe-là, dans ce lot de votre formation scolaire, universitaire, vous n'avez pas eu des collègues compétents qui soient de l'autre bord ethnique? Mais notre faiblesse aujourd'hui, sans que les gens le disent, nous sommes de la mondialisation à tout va, politique, économique, et ainsi de suite. Mais si vous mettez à côté de vous quelqu'un qui est incapable, qui n'est même pas qu'à vous dire quoi que ce soit sur la dynamique d'un État, vous tomberez très bas. Vous tomberez très bas. Et même s'il est de votre ethnie. Mais vous allez, le cas, vous allez en subir. Dans les pays africains aujourd'hui, on trouve autour d'un chef, d'un ministre, souvent c'est des gens de son ethnie. Parce que, oui. par exemple, oui. On n'évolue pas. Oui, monsieur Pango. Oui, c'est pour cela que dans la plupart des cas, ça n'avance pas. Souvent, ça tourne en de copinage malsain. OK? Mais, je disais tantôt que nous sommes appelés à devenir une nation. Les pays européens ont résolu plus ou moins ces problèmes ethniques, en fait, de nationalité. Bon, en France, il y a les Corses qui s'agitent un peu, mais quand vous lisez bien, c'est un point de développement, hein. C'est un problème d'emploi. OK? Mais, à part ça, il y avait les Gaulois, il y avait même une partie des Romains en France, des Francs, un peu, etc., etc. C'est devenu une nation aujourd'hui. L'Italie, c'est pareil. Mais le cas le plus probant, depuis le début du XXe siècle, c'est la Suisse. Le pays est géré de telle sorte que même les minorités se sentent à l'aise. Parce qu'il y a un tel niveau de démocratie que... Et de développement. Et de développement, bien sûr, merci. Que l'organisation de la société, la séparation de l'appareil politique, l'appareil judiciaire, l'appareil législatif, est telle que les choses, n'est-ce pas, marchent. Pas comme la meilleure façon du monde, mais au moins elle marche. Et quand il y a un problème, c'est soumis à tout le monde. Ils ont ce qu'ils appellent des votations. Mais généralement, il n'y a aucune frustration d'une ethnie et d'un sous-groupe. Quand ça crie déjà dans un pays, surtout les pays développés, ça veut dire qu'il y a un retard de développement déjà quelque part. Il faut vérifier dans la sphère économique avant d'aller dans le problème des langues, des trucs comme ça qui souvent les Bretons revendiquaient. Quand j'étais encore jeune au lycée, les Bretons posaient des bombes. Mais De Gaulle a résolu ça, il a fait développer l'agriculture, l'élevage là-bas.
et c'est parti. En Bretagne. Oui, la Bretagne française, Guingamp, Rennes, un peu Nantes, tout ce monde-là, Quimper, c'est fini. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, malgré que nous devenions un village planétaire, on retrouve encore des partis politiques dont, au sein de ces partis, on retrouve encore ce phénomène qui est le tribalisme. Alors, moi, ma question, elle est de savoir, puisque les Congolais, pour certains, qui peut-être n'ont pas l'information, qui le disent comme ça dans la rue, mais est-ce qu'aujourd'hui, au cas du Congo, on peut dire que nous avons des partis politiques dont le tribalisme est en train de faire son chemin, au détriment justement des autres cadres, les cadres qui sont des autres départements, parce que le parti a été créé par exemple, un Kouyou, et puis du coup, il préfère qu'au sein de l'appareil des dirigeants du parti, que ce soit des Kouyou, ou encore que ce soit des Bébés, ou que ce soit, je ne sais pas. Alors, un truc comme ça, est-ce qu'au Congo aujourd'hui, on peut trouver des partis dont on retrouve un peu ce phénomène? Le paradoxe, c'est que tous ces partis-là officiellement combattent le tribalisme. Officiellement, au micro, ils combattent ça. Mais dans la réalité, chacun a son petit côté chauvin derrière. S'il y a une parcelle de pouvoir, c'est toujours la famille derrière. Ou le parti, comme le parti souvent a une configuration géographique qui ressort un peu les origines ethniques des gens. Donc c'est souvent là-bas qu'on prend. Et ça ne garantit pas la compétence. Désolé. Et ça bloque même le développement du pays. Ah, nécessairement. Mais pour compléter mon collègue, c'est l'instrumentalisation, l'appartenance éthique qui fait la telle séparation. Je vous dis, d'ici 10 ans, ceux des partis qui se ressentent sur l'appartenance régionale ethnique ont disparu. J'ai cité le MCD qui est dit en Lambeau, le parti du président Yombi qui est dit en Lambeau, le maire en Lambeau, RDPS en Lambeau. Nous risquons d'avoir l'UPADES et le PCD. Et si l'UPADES continue dans le taux de destruction, le PCD va devenir le parti majoritaire. Parce que le PCD, vous avez quasiment tout le monde. Vous avez tout le monde au PCD. Le risque, voilà, chez nous, c'est ça. Et moi, tout à l'heure, je disais, quand le patron Toumi organise sa rébellion, à la faveur du référendum 2015, ceux qui souffrent le plus, ce ne sont pas les populations de la cuvette, ni de Niari, ni de plateau, ni de plateau. Ce sont les populations de Poul, Congo, Lari. Et le tribalisme existe où? Au contraire, lorsqu'on défend une cause, c'est pour défendre son groupe ethnique. Voilà, notre cas de figure au Congo, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus le bas peuple qui parle du tribalisme, mais comme vous l'avez dit au départ ou tout à l'heure, mais est-ce que entre les leaders des partis politiques, les dignitaires ou les autorités, existe-t-il aussi un tel phénomène? Ou bien ce qui les intéresse, c'est juste ce qu'ils ont à gagner dans la démarche? Mais justement, c'est le bas peuple qui subit. Parce que instruit analphabète. Ce bas peuple ne comprend pas la démarche politique, ni la dynamique politique. Est-ce que prendre un t-shirt de 2000 francs pour un meeting suffit pour l'adhésion à un parti? Alors, au Congo, il existe une loi depuis 2006 sur les partis politiques. Donc, la loi 21/2006 du 21 août 2006, elle dit à son exposé des motifs et à son article 9, je cite,
Les partis politiques, outre le siège national, doivent avoir des membres et des sièges permanents dans tous les départements. La composition des organes dirigeants à tous les niveaux doit refléter la diversité ethnique du Congo. Pourquoi une telle loi? Mais justement, ce rapport avec, disons, le constat que nous faisons, est-ce que le fait d'avoir eu ou d'avoir dans son cabinet ministériel 2 cadres qui appartiennent à son groupe ethnique suffit pour justifier le tribalisme? Monsieur Pangou, est-ce que ce n'est pas la fuite en avant des autorités ou des politiques, le fait que le législateur aujourd'hui découvre que le politique, malgré justement ce qui s'est dit officiellement, mais officieusement, il y a ce phénomène qui existe dans les partis politiques? Je crois qu'il y a un peu de cela. Mais quand on a pris une telle loi, à mon avis, l'intention était certainement bonne. Mais la réalité est peut-être différente. Parce que même dans les grands partis, le cœur du parti, souvent, a une région. Le reste, c'est des porteurs de valises. Voilà. C'est ça le problème. Et ensuite, avec un peu la paupérisation de nos populations, l'esprit, entre guillemets, de prébande qui essaie de vivre dans le pays. On peut prendre quelqu'un, un parti, un peu d'argent, même permanent dans telle région, toi tu es là, moyennant un peu d'argent, c'est tout. C'est ça le parti. Je n'y crois pas. Donc, fuite en avant, certes, mais le problème est là. Il faut que le Congolais résolve cela parce que la misère noire qu'il y a à Kakamonka n'est pas différente de celle qu'il y a au fin de Boudji ou de Kélé ou d'Infondo. Je vous ai dit que le développement, c'est de donner l'électricité, l'eau, soigner les gens. Les gens meurent parfois parce qu'il n'y a pas le moyen d'aller à l'hôpital. Oui, mais monsieur Raoul, vous êtes sociologue. Le fait que dans un parti, qu'on vous rejette, qu'on vous refuse un poste de responsabilité, parce que vous n'êtes pas de la même ethnie ou du même département que le noyau qui gère le parti, quelles peuvent être les conséquences pour l'avenir politique de manière générale d'un pays et en particulier l'avenir des partis politiques? Bon, ça, c'est beaucoup d'affirmer. Lorsqu'on adhère à un parti, il y a un idéal. Hein? Oui. Lorsqu'on adhère à un parti, il y a un idéal. Oui. Et donc, on se bat pour cet idéal. Et lorsqu'on se bat pour un idéal, on se donne tous les moyens pour arriver à un niveau donné. Bon, dire qu'on peut privilégier un groupe ethnique par rapport dans le parti, bon. Parce que tout à l'heure, vous parliez de partis genre MCDD, le RDPS et tout ça. Justement, ça veut dire qu'il y a ce phénomène qui existe. Ce phénomène existe. Je dis que c'est des partis qui vont disparaître. De la conséquence, c'est la disparition. Les Témé Ambili, à une époque, était au MCDD. Il y a combien de Mboshi dans le MCD aujourd'hui? Sauf les porteurs de valises, comme a dit mon collègue. Hein? Les porteurs de valises, parce qu'ils savent qu'il y a une prébande. Alors ce n'est pas la conviction, oui. C'est pas la conviction qui pousse ces gars à aller dans ces partis, parce qu'on sait déjà. Alors ça, c'est un côté justement spécifique. Il y a un autre côté aussi qui nous préoccupe certainement, nous tous. Alors, si dans des administrations publiques, le tribalisme est pratiqué, vouloir être entouré ou extérioriser ses sentiments d'appartenir à une telle ou telle tribu, croyez-vous que cela peut être quelque chose de bien pour une administration, pour un pays? Même si, comme vous disiez tantôt, ça peut être des gens compétents, mais au vu des autres aussi, ils peuvent mal prendre la chose. Parce qu'au Congo, ce n'est pas quelque chose de nouveau, tout le monde le sait. Quand X s'en va déposer un dossier quelque part, si malheureusement il n'est pas de la même ethnie que la personne qui reçoit le dossier, même s'il est compétent, il ne faut pas qu'on se le cache. Souvent, le dossier ne passe pas. Est-ce que cette façon de faire, parce qu'aujourd'hui, notre mission, c'est d'édifier l'opinion, d'éduquer, est-ce que cette façon de faire peut-il avoir vraiment des conséquences positives pour un pays qui aspire au développement, dans tous ses sens?
je suis sociologue. Je ne suis pas juge ni avocat. Pour moi, c'est des phénomènes qui sont liés à un moment donné de notre vie. Je suis devant vous parce que j'ai été formé. Oui. Ma compétence m'amène devant vous. D'accord. Si je n'étais pas compétent, je ne serais pas devant vous. Alors, M. Et Pango... donc, du coup, ce que vous dites est vrai. Ce que je disais, les manifestations du tribalisme. Mais ce n'est pas une idéologie. D'accord. Et très souvent, ces gars-là, que vous amenez à des postes élevés, s'écroulent. Et quand ils s'écroulent, c'est le chef qui en pâtit. Alors, puisque nous sommes en train d'aller progressivement à la fin, justement, de notre émission, je vais donner la parole à M. Pango, parce que ça nous reste à peu près 1 minute et 30 secondes, rapidement. Oui, mais par rapport à ce que vous avez dit là, il faut se dire que quand un chef ou choisit les collaborateurs, rien que par rapport à son ethnie, j'ai parlé tout à l'heure de copinage malsain, même si par hasard les 2 tiers sont compétents, attention, il y aura déjà le non-respect de la chose publique qui va arriver et l'impunité qui va s'instaurer. Le monsieur ferait une bêtise, vous le sanctionnez, ça va se régler au village. Ça, ce n'est plus bon, ce n'est plus la République. Voilà, la République, c'est l'égalité de tous devant la loi. La République, c'est l'égalité de tous devant la loi, c'est aussi l'égalité des chances. Chers téléspectateurs, Saint-Augustin avait dit quelque part, je cite, « Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que faisons aussi nous-mêmes quelque chose pour exorciser justement tous ces mots qui dérangent notre vie, notre vivre ensemble. Le cas du tribalisme, s'il y en a, pour une bonne congolité. Alors, merci, chers invités, pour avoir disposé de votre temps pour participer justement à cette émission. Merci justement aussi à l'équipe technique qui a permis que cette émission puisse avoir lieu. Merci aux amis de l'émission La démocratie en marche et à tous les téléspectateurs de ESTV et bonne suite de programme. Vous suivrez justement la rediffusion de cette émission le samedi à 22h. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur YouTube. Vous cliquez tout simplement La démocratie en marche et sur Facebook, vous allez devoir cliquer Express et Presse ESTV. Alors, quant à moi, je vous dis merci et bonne suite de programme. À bientôt, s'il plaît à Dieu. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo, ekolo monene tobosana